Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'information sur Télésud Global Africa. Panel Hebdo, vous le savez, c'est le rendez-vous des chroniqueurs qui nous livrent leurs commentaires, analyses et décryptages sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Merci de votre fidélité à tous les programmes de Global Africa Télésud. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Alfred Changolokoro. Bonjour Alfred. Bonjour. Également, Ben Yayassi est avec nous. Bonjour Francis. Je précise vos qualités quand même, Alfred. Vous êtes donc maître de conférence à la Sorbonne. Ben Yayassi, analyste politique. Et également avec nous, Gratien Rokinde-Kinza. Bonjour Gratien. Bonjour Francis. Analyste Bonjour politique également. Et un invité spécial, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission Jean-Paul Oro. Jean-Paul Oro, bonjour. Bonjour Francis, merci de m'inviter. C'est un plaisir Jean-Paul, vous êtes journaliste, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Vous êtes également correspondant en France du journal L'Intelligent d'Abidjan. Et avec vous, nous allons porter un regard, je dirais, panoramique sur l'actualité ivoirienne. On essaiera de comprendre le climat politique à quelques mois de la présidentielle d'octobre prochain. Vous nous direz tout et avec vous, on sera certainement beaucoup plus éclairé. Je l'espère. On le sera. Au sommet de cette édition, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, justement, à quelques mois de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Quel est le climat politique à la veille de cette échéance? Sur quelles hypothèses se fonde cette nouvelle présidentielle et comment interpréter les grandes manœuvres visibles ou souterraines en cours actuellement au sein des formations politiques? Nous en parlerons dans cette édition de Panel Hebdo. Autre sujet dans cette édition, le conflit israélo-palestinien avec au cœur du conflit cette semaine, la création par le ministère israélien de la Défense d'une administration spéciale chargée d'inciter les Palestiniens à, je cite, quitter volontairement la bande de Gaza, une initiative dénoncée notamment par des ONG israéliennes anti-colonisation. Nous en parlerons dans cette émission. Et enfin, nous reviendrons sur les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Dernier épisode en date, l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain des États-Unis et son retour cette semaine dans son pays où un accueil triomphal lui a été réservé. Voilà donc pour le sommaire. Mais avant d'aborder le sommaire, je voulais évoquer avec vous une affaire qui fait grand bruit actuellement à Paris, Alfred. Il s'agit de ce concert qui fait polémique, concert de solidarité en faveur des victimes du conflit rwando-congolais, j'allais dire. Un concert prévu le 7 avril prochain, concert caritatif donc, qui a été annulé d'abord au motif que la date du 7 avril coïncide avec la journée de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Ensuite, le concert a été autorisé et aujourd'hui, tout cela est en suspens. On ne sait pas où on en est exactement, si ce concert aura lieu le 7 avril ou pas. Il faut dire que l'Association des Rwandais de France avait fortement protesté contre, pas contre le concert, mais contre la date qui avait été retenue. Qu'en est-il exactement ? Alors, ce qu'il faut dire déjà de prime abord, c'est que c'est une coïncidence en fait, et puis la disponibilité des artistes qui avaient accepté de participer à ce concert caritatif. Deuxième point, tous avaient, très clairement dit qu'ils participaient à ce concert, non pas contre la commémoration du 7 avril, donc de la mémoire du génocide du Rwanda, mais c'est lié vraiment à cette disponibilité. Ensuite, évidemment, il y a eu ces fluctuations. Je puis ajouter que l'Élysée avait fait des pressions sur les organisateurs. L'Élysée a fait des pressions. L'Élysée a fait des pressions sur les organisateurs. J'ai des preuves. Vous avez des preuves? Totalement. L'Élysée directement? L'Élysée directement. Appelé à certains organisateurs pour dire est-ce que vous ne pouvez pas trouver une autre date? La réponse a été les artistes. Nous sommes dépendants des artistes, ce qui fait que ça a lieu à cette date-là, mais pas en concurrence avec la commémoration du génocide rwandais. Je pense effectivement qu'on est en train de créer une sorte de psychose autour de cette date-là.
Certes, ça a été sanctifié, on interdit à personne effectivement de manifester. Et moi, je fais partie de ceux qui, il faut que je le dise ici pour nos téléspectateurs, je suis parmi les premiers universitaires africains, ou peut-être le premier universitaire ici en France, à avoir mis dans mes programmes d'enseignement en 1995-98 un programme sur le génocide du Rwanda, et beaucoup de mes anciens étudiants étaient partis au Rwanda justement pour cela. Des écrivaines comme Yolande Mukagasana, comme un certain nombre d'autres avaient été mis au programme justement pour cela, pour permettre aux étudiants de s'imprégner de cette réalité-là. Deuxième chose, j'étais de tous les débats 1995, 94-95 avec Médecins sans frontières, avec des universitaires comme Claudine Vidal et Jean-Hervé Bradol, qui était président de MSF à cette époque-là, André Guichawa, qui était professeur à Lille à cette époque-là, a participé à toutes les manifestations intellectuelles qui étaient organisées autour de cet événement. Et puis j'étais de toutes les manifestations à l'époque où Edenbaum était maire du 3e arrondissement de Paris, a participé à toutes les commémorations du génocide rwandais. C'est pour qu'on sache d'où vous parlez. Exactement. Et je trouve quand même que c'est quand même assez lamentable qu'on instrumentalise cette date-là pour créer une polémique qui n'a pas lieu d'être. Mais qui instrumentalise? Parce que la mairie de Paris donc, craint, je cite dans son communiqué qui a été publié le 25 mars dernier, la mairie de Paris dit craindre des troubles à l'ordre public compte tenu des tensions existantes entre les communautés rwandaises et congolaises à Paris. Mais il n'y a pas... C'est là où il y a mes informations. Il n'y a pas de conflit entre communautés. D'abord, la communauté congolaise n'existe pas. Les Congolais, ils sont de partout. La communauté rwandaise existe. Alors que dit la mairie? Effectivement. La mairie s'est laissée avoir par Guy Sarah, qui est l'avocat de la communauté rwandaise de France, pour publier cette... Et j'assume totalement cela, pour se laisser avoir. Ça, c'est un... Les Congolais, d'où qu'ils soient, ils ont un problème avec Paul Kagame, pas avec le peuple rwandais. Ça, c'est un. Deux, on sait qu'en RD Congo, mais depuis l'époque coloniale, après, au moment de l'indépendance, j'ai dans ma famille quand même des oncles qui ont épousé des Rwandaises, et j'ai des cousines, des neveux, etc., qui sont rwandais. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Le problème, c'est Paul Kagame, ce n'est pas le peuple rwandais. Et tous les Congolais, les Rwandais, ils le savent. Kagame passera, les autorités congolaises aujourd'hui passeront, le Rwanda, la RD Congo resteront. Juste une petite dernière chose. Goma est tombé dans les mains du M23. Votre passion est sensible. Oui, mais parce que ça m'agace énormément. Goma est tombé en janvier dans les mains du RDF et M23. 2 jours après, les populations de Rubavu, donc de Gisenyi, étaient impatientes de recommencer parce qu'elles ne vivent que du commerce avec Goma. Les populations de Goma attendaient justement de sortir de cette histoire pour reprendre leur vie normale. Je vous assure, tout ce qui se passe ici, j'allais dire, c'est du folklore un peu, mais la réalité de terrain est que les populations de Bukavu, de Goma, etc., Uvira, vont soit au Burundi, soit au Rwanda pour faire leurs affaires. Et d'ailleurs, au moment où on parle, mais il y a des Congolais qui vont à Kigali. Gratien, alors, le conflit rwando-congolais, si je puis dire, s'invite à Paris? Malheureusement, parce que les populations, même s'il dit qu'il n'y a pas de communauté congolaise, il y a une communauté congolaise, mais qui n'est pas organisée en association qu'on appelle communauté. Par exemple, et il y a une communauté rwandaise qui est organisée? Oui, il y a une communauté rwandaise, oui, bien sûr, il y a une communauté, et puis il y a un président, il y a les instances. Donc il y a plusieurs, c'est en Afrique, plusieurs associations africaines. Ben, les Burundais, il y a les Nigériens, et je connais pas mal d'associations parce que j'avais même dirigé, j'avais été président de la diaspora burundaise en France. D'accord. Et donc du coup, il y a déjà cette communauté, mais en réalité, en soi,
l'organisation d'un concert pour aider les gens qui ont des difficultés, c'est une bonne chose, c'est vraiment très louable. Je dirais même que ce concert, tout le monde devait y aller. Les Rwandais, les Burundais. Et vous irez, vous d'ailleurs? Non, je ne vais pas y aller avec tout ce qu'on dit, même si le Burundi est de le Congo. Bon. Mais en réalité, ça tombe le même jour. Il faut savoir vraiment comment le génocide a marqué les Rwandais. Enfin, on est à Paris, là. On est à Paris. On est à Paris et à la commémoration de... un concert organisé à Kigali. Oui, non, on est à Paris. Oui. Ça se passe le même jour. Ça se passe à 2 ou 3 kilomètres. Et tout en sachant comment ça se passe au niveau des concerts, à la sortie ou à l'entrée ou même après, compte tenu des mots qui ont été dits à l'intérieur, chez les uns et les autres, je pense qu'il y a un problème, il peut y avoir un problème de sécurité et un problème de trouble à l'ordre public. Pour vous, il faut annuler ce concert? Enfin, le reporter? Il faut reporter. Je dirais pas annuler, mais plutôt reporter. À une autre date? À une autre date. D'accord. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec Alfred là-dessus? C'est question de date. Oui, c'est question de date. Non, je pense effectivement que... Allez, sortons un peu du cadre de ce concert caritatif pour les enfants, population de l'Est et de RD Congo, et du génocide, la commémoration du génocide rwandais. Sortons de ce cadre-là. Est-ce que le 7 avril, la vie s'arrête en France totalement le soir dans les autres communes de France, dans les autres lieux de France? Est-ce que la vie s'arrête à ce moment-là? Je ne crois pas. J'ajoute même une autre chose. Le 26 ou le 27 janvier, c'est la journée qui est consacrée à la célébration et à la prévention des génocides à travers le monde. On l'a vu, le 27, il y a eu des cérémonies partout à travers le monde. Est-ce que ça a arrêté la vie en France? Pas du tout. J'ai fait court ce jour-là. C'est pas question d'arrêter la vie. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des télescopages qui se font, et cette fois-ci, c'est un télescopage malheureux qui s'est fait, mais ça n'annule en rien le fait que si les Rwandais de France veulent... Et puis, ce ne sont pas tous les Français qui commémorent le 7 avril. Non. Ce sont les Rwandais. Oui. Mais les Rwandais, ils ne trustent pas la ville de Paris. La ville de Paris n'est pas la ville des Rwandais. La proximité des deux lieux aussi pose un problème, bien sûr. Gratien, cette proximité... Écoute, le concert, il est prévu à 20h. La célébration de la commémoration commence à quelle heure? Donc il n'y a pas de télescopage. Si on veut qu'il y ait télescopage... Si le concert commence à 20h, c'est-à-dire que les gens commencent à arriver vers 15h. Non, pas du tout, parce qu'ils ont des billets. À l'heure actuelle, 18h, le concert est maintenu donc pour le 7 avril. Exactement. Bien d'accord. Oui. Un mot rapidement, Ben, sur cette affaire? Je pense qu'on n'avait pas besoin de politiser cette action caritative qui a pour objectif d'aider des gens qui sont dans le besoin. Et j'espère que la préfecture de Paris saura prendre la bonne décision. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Tout simplement. Voilà. Du tout. Un mot, Jean-Paul Auro, est-ce que vous avez observé cette affaire? J'ai entendu, je l'ai lu, mais pour moi, comme Gratien, pour moi, on n'est pas obligé de faire de la sacralisation des dates ou politiser ce concert caritatif. On peut peut-être délocaliser ou déplacer le concert à une autre date ou le ramener à une autre date et puis on se fait. Mais pour l'instant, tel que mais les deux peuvent se faire aussi le même jour. Les deux peuvent se faire. Il n'y a vraiment pas de raison. Mais bon, comme Chongo l'a dit, quelquefois c'est monté en... Il faut monter la mayonnaise exprès parce qu'il y a quelques volontés politiques et politiciennes derrière. L'un veut montrer que c'est lui qui a les muscles les plus gros et les plus durs. Donc, quelquefois, ça entraîne ce genre de choses. Sinon, à Paris, ici, on a vu des manifestations, je dirais, antinomiques qui se sont déroulées le même jour, à la même heure, sans problème. Mais bon, espérons que le préfet de Paris saura prendre la bonne décision pour ne pas frustrer l'un et l'autre. Très bien. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine. Premier sujet de cette édition de Panel Hebdo, la Côte d'Ivoire, l'enjeu de l'alternance en Côte d'Ivoire à la veille de la présidentielle. C'est prévu pour le 25 octobre prochain, la date, Jean-Paul Auro. Tout à fait.
Et le 19 mars dernier, le parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a affirmé que le président Alassane Ouattara serait bientôt investi comme candidat à la présidentielle d'octobre en tant que candidat naturel de son parti. Mais Alassane Ouattara, 83 ans, au pouvoir depuis 2011, ne s'est toujours pas prononcé sur sa volonté de briguer un 4e mandat. Voilà donc le tableau à quelques mois de la présidentielle. Jean-Paul Aureau, alors est-ce qu'on peut dire que la candidature d'Alassane Ouattara est au cœur des enjeux de cette présidentielle? Est-ce que aujourd'hui c'est le principal objet, je dirais, de débat en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas le principal objet, mais en termes de priorisation, c'est l'objet des débats politiques en Côte d'Ivoire concernant ce scrutin à venir le 25 octobre 2025. Comme tu le disais, Francis, l'enjeu de ce scrutin, c'est de cette alternance-là, où ce scrutin de 2025, c'est comment faire pour éviter une crise, soit préélectorale ou post-électorale. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un certain nombre d'ingrédients liés à la crise post-électorale de 2010 semblent être présents aujourd'hui pour cette élection, pour ce scrutin de 2025. Donc aujourd'hui, la candidature du président Alassane Ouattara crispe un certain nombre de positions, claires, parce qu'ils estiment que même son 3e mandat était illégal. D'autres estiment que c'est vrai ou possiblement c'était illégal, mais aujourd'hui on constate une gouvernance de fait, donc on laisse tomber. Et même si c'était illégal, le seul juge qui est habilité à interpréter la Constitution et les lois liées au vote en Côte d'Ivoire, c'est le juge constitutionnel. Dès que le juge constitutionnel a parlé, c'est magistère dixit, le maître a parlé, taisons-nous. Donc, et parce qu'il y a une autre lecture qui dit que ce mandat était légal. Oui, justement, c'est la lecture du juge constitutionnel qui a dit que ce mandat est légal. C'est le premier mandat de la Troisième République. Ce que ses adversaires n'approuvent pas, par conséquent, ils jugent que ce mandat est illégal. Bon, on l'a vu ici à Paris, où devant ses partisans, Thiam, le président du PDC, il a dit clairement, il dit, regardez, ceux qui n'ont pas eu honte à faire un 3e mandat, ce n'est pas eux qui vont me donner des leçons. Donc, et là, nous en sommes à un 4e potentiel qui se profile. Tel que les choses se présentent, le président Alassane Ouattara sera forcément le candidat du... Pourquoi forcément? Non, parce qu'au sein de sa formation politique, il n'y a aucune velléité qui... Et il n'y a aucune tête qui dépasse, qui prétendrait lui succéder. Il n'y a même pas une volonté. Le porte-parole du parti l'a dit. Il dit au RHDP là, celui qui dit qu'il veut être candidat dans le RHDP là, peut-être c'est quand il a sa femme dans la chambre, c'est là qu'il lui dit. Même au salon, chez lui, il ne peut pas le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Adjoumani, Koumena Kwasi Adjoumani, le porte-parole du PDCI. Il dit chez nous au RHDP, personne ne peut dire qu'il est candidat. Donc au RHDP, la cause est entendue. Hein. La cause est entendue. Il faut dire que les partisans du pouvoir déjà sillonnent le pays, y compris des ministres d'ailleurs. Des ministres, qui sont pratiquement en campagne. Les élus locaux, les élus régionaux sont déjà en campagne pour le président Alassane Ouattara. Donc à ce niveau, pour eux, c'est clair, à moins que, comme ils l'ont dit, à leur prochain congrès, le président Alassane Ouattara dribble tout le monde, mais moi j'ai du mal à y croire. Pourtant, on dit quand même que le meilleur moment pour Alassane Ouattara, pour se retirer, ce serait maintenant justement, d'autant qu'il peut se flatter d'un bilan qui est plutôt salué par une grande majorité d'Ivoiriens. Ça, c'est l'observation que, je dirais... Le bon moment pour se retirer. Ça, c'est les observations des observateurs de la vie publique en Côte d'Ivoire qui sont à Paris disent. Les militants et les cadres du RHDP, pour eux, sont convaincus que seul le président Alassane Ouattara peut garantir, la conservation du pouvoir. C'est ce qui est essentiel chez eux. Ils ne sont pas dans la réflexion de dire est-ce qu'il est bon pour le président Alassane Ouattara de partir maintenant. Mais ceux qui ne sont pas RHDP, qui ne sont d'ailleurs, adhérents d'aucun parti en Côte d'Ivoire, considèrent très lucidement que ce serait un bon moment pour lui de partir, que ce serait effectivement une sortie plutôt
positive et tout à fait honorable. Bon, d'autant que, je reviens, d'autant que le qui- bilan est plutôt salué quand même par beaucoup d'Ivoiriens, y compris au-delà de son parti. C'est ça, c'est ce paradoxe. On ne peut pas dire oui, tu as bien travaillé, tu es fort, tu es ceci, mais il faut partir. C'est un peu bizarre et c'est mal perçu et mal lu. Tu ne peux pas me dire j'ai bien travaillé, je suis bon, j'ai mis tout, j'ai tout fait bien et puis me demander de partir. Le seul événement qui peut faire partie du président Alassane Ouattara, c'est à l'occasion du vote qui va se dérouler le 25 octobre. Certainement qu'il y aura un autre candidat que les Ivoiriens désigneront comme leur futur président. C'est la seule façon, je dirais, qui peut garantir la paix, la sécurité aux Ivoiriens pour ce prochain scrutin qui arrive pour élire le futur président de la Côte d'Ivoire. Sinon, pour l'instant, on est à Paris ici, on commence, c'est la bonne façon. Là-bas, là, les militants et certains non-militants disent c'est lui qu'il nous faut. Bon, on attend. D'accord. Gracien, pour le commentaire, je vous sens très intéressé. Non, en fait, c'est un phénomène normal. Quand on est président, on veut se représenter aux élections, on n'est pas seul. C'est toute une équipe, c'est tout un groupe, je dirais même c'est une partie d'un système qui est derrière. Parce que si vous ne vous représentez pas, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se représenter, qui n'est pas sûr de gagner les élections. C'est-à-dire, ce n'est pas le candidat qui perd, c'est tout le système, toute la classe qui saute. Et un président, en principe, il n'y a pas de surprise. Un président qui est au pouvoir, s'il ne se représente pas, il commence à préparer son dauphin des années bien avant. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de dauphin. Il ne peut pas les lâcher. Mais c'est une volonté de ne pas avoir de dauphin. Bien sûr, c'est parce qu'il veut se représenter. Il ne peut pas lâcher les autres en pleine route. C'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes. Il assure même pas. Il n'y aura même pas d'assurance pour son avenir. Mais même pour sa sécurité. Donc vous comprenez finalement que pour vous cela s'impose. Il s'est enfermé. Il s'est déjà enfermé à l'intérieur. Du moment où il n'a pas préparé son dauphin et qu'il n'a pas préparé la classe, la population en annonçant bien qu'il a terminé, il va partir en bonne forme, qu'il a besoin pratiquement, on essaie de faire voter des lois pour se protéger, parce qu'on ne part pas comme ça, on essaie de ne pas avoir des procès, ça s'organise, c'est quelque chose qu'on organise une année avant, avec aussi des rencontres avec les opposants, on ne peut pas lâcher tout d'un coup comme ça, on veut partir. Donc il va se représenter pour lui, et pour la classe qui l'entoure. Alors pour bien comprendre le climat qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, Jean-Paul Aureau, il y a aussi l'équation des candidats qui sont exclus de la course à la présidentielle. On pense notamment à Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé ou encore à Guillaume Soro. Tous, il faut dire, quand même sous le coup d'une condamnation qui les rend inéligibles. Alors quel serait, selon vous, l'impact de la non-participation de ces acteurs que j'ai cités sur le climat préélectoral? Non, ils vont y participer. Ils vont participer à ces élections. Ils seront admis comme candidats d'une manière ou d'une autre. Laurent Gbagbo et le PPAC. Mais ça passe par une grâce présidentielle. Non, Laurent Gbagbo est déjà une amnistie. Laurent Gbagbo est déjà gracié, mais Laurent Gbagbo, s'il n'est pas remis sur la liste électorale, le PPACI, lui-même l'a dit, le PPACI l'a dit, que pendant près d'une dizaine d'années, ils ont boycotté beaucoup de scrutins en Côte d'Ivoire et cela leur a été défavorable aujourd'hui. Je pense qu'ils ne prendront pas ce risque de ne pas partir à cette élection. Donc il faut contourner la loi le PPACI et permettre donc à des personnes qui ont été condamnées de participer. À Laurent Gbagbo. Oui. Le PPACI trouvera une alternative à Laurent Gbagbo. D'accord, donc il y aura un candidat de son parti, mais pas lui. Possiblement. D'accord. Ça, c'est une condition que j'ai. Donc, je veux dire, normalement, ils ne vont pas participer. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est convaincu qu'au-delà de sa personne, il rassemble les Ivoiriens par la cause. Oui. Laurent Gbagbo estime qu'au-delà de sa personne, lui n'est pas une cause. C'est ce que son parti dit. Lui, sa personne, son combat n'est pas une cause. C'est ce qu'il engage comme combat, les idées qu'il a, les convictions qu'il a, qui représentent une cause. Et c'est cette cause-là que ses militants et sympathisants et certains Ivoiriens qui n'ont qu'une casquette. Donc le parti pourrait participer à cette élection et non pas eux-mêmes en tant que tel. Francis, prenons date aujourd'hui, fais capture d'écran. Le PPACI participera aux élections. Mais pas Laurent Gbagbo. Possiblement. Si Laurent Gbagbo n'est pas là, le PPACI ira aux élections. Oui, mais ça, c'est pas interdit.
Donc voilà, donc c'est une possibilité que la situation se détende si Laurent Gbagbo accepte de ne pas y aller. Parce que c'est un point de crispation, la candidature de Laurent Gbagbo. C'est un point de crispation, la candidature de Soro Guillaume. C'est un point de crispation, la candidature sur la non-présence de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Mais ce sont des points, Charles Blé Goudé, il est conscient pour lui, sa candidature n'est pas un point non négociable. Non, pour lui, c'est possible qu'il ne parte pas aux élections, mais qu'il engage, je dirais, sa personne, ses idées et son parti certainement derrière un candidat. Et le cas Guillaume Soro? Le cas Guillaume Soro est beaucoup plus sensible. Guillaume Soro, c'est, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le bon petit à la fois de Laurent Gbagbo, qui à un moment a été récupéré par Alassane Ouattara, et aujourd'hui, si on peut dire, a commis l'irrévérence de dire non au père Alassane Ouattara en disant non au RHDP. Exactement. Et puis, il y a eu des tensions pendant près de 5 ans. Il était dans des pérégrinations. Il y avait Traoré maintenant, Ibrahima. Voilà, maintenant, je pourrais dire, il copule avec les adversaires de Ouattara à travers dans la région. l'Ouest, dans la région. Dans la région, oui. Exactement. Aujourd'hui, on parle aussi de liaisons, disons, j'allais dire dangereuses, mais des liaisons particulières aussi, entre le régime de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et le parti de Laurent Gbagbo. Pas de liaison dangereuse, mais Laurent Gbagbo, je pourrais dire, il partage les idées du PPACI, et les idées des États, des chefs d'État de l'AES, sans forcément partager de la façon dont ils sont arrivés au pouvoir. Cependant, ils sont, je dirais, du point de vue des idées, ils sont compatibles. D'accord, il y a une alliance objective. Voilà, tout à fait. Même active. Pour l'instant, je ne peux pas avancer sur cet aspect. Mais celui qui est plus actif avec eux, c'est Guillaume Soro, qui se sent bien là-bas. Et quand on sait que ses voisins-là ne sont pas de bonne aloi vis-à-vis d'Alassane Ouattara et son régime, donc Alassane Ouattara a envie de dire, mais celui qui se balade avec mon adversaire ou mon ennemi est mon ennemi. Ben oui. Donc Guillaume Soro n'est pas bien vu, même si il y a quelques mois, il a été condamné, donc lui, ils se sont parlé. Une lourde condamnation, hein, Guillaume Soro. Guillaume Soro a une condamnation à perpétuité. À perpétuité, c'est ça. Ouais. Mais pour atteinte à la sûreté de l'État. De l'atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Avant de vous donner la parole, après, on va faire le tour des candidats. Il y en a un, évidemment, dont on parle beaucoup. En termes de rapport de force aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pèse? Vous avez compris, je parlais de Tidjane Thiam, candidat du PDCI, parti historique. Où en est-il aujourd'hui dans son offensive présidentielle? Thiam a le poids et la valeur de son parti, le PDCI. Qui est donc un poids relatif? Non, pas forcément relatif. Le PDCI est l'un des rares partis en Côte d'Ivoire, en dehors du RHDP aujourd'hui, qui est étendu sur tout le territoire national, mais qui a des représentations dans toutes les régions, parti tous historique, les villages, hein? voilà, de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est super important en termes de, quand on va déployer, quand le PDCI va déployer la machine de la campagne, c'est un élément important. Le PDCI a ceci d'important, c'est qu'ils ont des cadres. C'est ça. Oui. Ils ont dirigé, ils ont des cadres. Donc, ils ont, on ne pourrait pas dire un trésor de guerre, ils ont un peu d'argent pour la campagne. Et puis, à côté de ça, le PDCI a eu l'occasion de diriger avec Alassane Ouattara. D'une certaine façon, ils se connaissent. D'une certaine façon, le PDCI a conduit ou a amené Alassane Ouattara dans l'effectivité du pouvoir. Et il y a un point qui est important. Beaucoup d'Ivoiriens ont longtemps observé que le PDCI était un parti de bourgeois, il ne savait pas manifester, il ne savait pas faire ceci. Mais on a vu en 2020, pendant la désobéissance civile, c'est dans les zones où le PDCI était prépondérant que la désobéissance a été rude et difficile. Donc, ceux qui avaient cette image du PDCI, parti de bourgeois, des gens qui ne manifestent pas, tout de suite ont compris que non. Lorsque l'enjeu est lié au pouvoir, le PDCI, je pense qu'ils vont se battre. Et ils estiment qu'ils ont un candidat, ils ont un champion qui a le profil idéal, qui a, comme on dit, le réseau qu'il faut
pour véritablement aujourd'hui, au soir du 25 octobre 2025. Jean-Paul Oro, en tant que journaliste et observateur très, très avisé de la scène politique ivoirienne, qu'est-ce que vous pensez, vous, du parcours de Tidjane Thiam depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on peut toujours considérer Tidjane Thiam comme l'un des poids lourds de cette présidentielle aujourd'hui? Parler de poids lourd, c'est un peu fort. Moyen. Mais il faut reconnaître... Il est devenu un poids moyen, vous voulez dire? Il faut reconnaître, c'est ce que je disais, il a le poids et la valeur de son parti. De son parti, d'accord. Ça, c'est ce qui mais donne cela. La présidentielle est incarnée quand même. Donc. Oui, la présidentielle est incarnée et c'est à lui de construire ça. Et je pense qu'il est en train de construire ça parce qu'au début... Donc ce n'est pas encore fait, à quelques mois. Il a commencé dans... Vous savez, moi j'ai tendance à dire les Ivoiriens aiment les chefs. C'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous un garçon. Et il est en train de se positionner véritablement. Au début, quand il est en train de le faire. Il était dans... C'est ça. Il caressait le poids. Il est en train de le faire. Du poids. Maintenant, il se positionne, il critique. Il attaque le fameux bilan inattaquable du président Alassane Ouattara. Il dit des choses. Il attaque même le président, même du point de vue de la moralité. Parce qu'il dit à quelqu'un, il devrait avoir honte, lui, de faire un troisième mandat illégal. On n'attaque plus son bilan, on l'attaque sur sa moralité. Donc, quand on vient comme ça, je pense qu'il vient avec la force qu'il faut et c'est tellement que ça va aller au-delà de son parti et toucher, je dirais, le cœur d'autres Ivoiriens. Mais pour ma part, comme tu le dis, et ça, c'est ce que ses adversaires utilisent. Est-ce que celui-là, c'est vrai, il est fort, c'est vrai, il a raison, c'est vrai, il a un parti politique. Mais est-ce qu'il aime vraiment son pays? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a plus de boulot ailleurs qu'il pense qu'il peut venir devenir président de ce pays? Il a fallu qu'il y ait 2-3 bidas qui viennent chez lui avec une mitraille pour qu'il prenne la poudre d'escampette. Pendant près de 23 ans, il n'était pas président au pays. Il y avait le feu, il y avait la braise, ça ne l'intéressait pas. Il était dans les banques occidentales et autres. Il ne s'est pas intéressé à la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire était en difficulté. D'autres Ivoiriens étaient là, ils étaient assis, ils se sont battus pour relever ce pays. Voilà un certain nombre d'arguments auquel il va devoir pouvoir répondre. Voilà, c'est ce que, s'il arrive à trouver les éléments de langage, construire le discours pour dire ma distance, mon éloignement n'était pas lié au fait que j'avais un désamour de mon pays, mais qu'il y avait tel. S'il arrive à construire ça et que ça touche le cœur des Ivoiriens, certainement il pourra gagner cette élection. Sinon, pour l'instant... Gagner, en tout cas, il pourrait représenter, disons, il pourrait être une figure importante de la campagne. Tout à fait. C'est ça. Alfred. Alors, moi, je trouve ça passionnant. Oro a très bien résumé la configuration préélectorale en Côte d'Ivoire. J'ai aimé effectivement la copulation désordonnée de Guillaume Soro à travers l'AES. Et avant avec Macky Sall. N'est-ce pas? Le terme ne nous a pas échappé. Non, exactement. Mais qu'à cela ne tienne. Non, ce qui est passionnant dans cette configuration actuelle, c'est qu'effectivement, il y a le RHDP avec Alassane Dramane Ouattara, le PDCI avec Tidjane Thiam, même s'il est combattu par Billon qui veut être un singleton, il veut partir lui aussi à la campagne, mais on verra ce que ça va donner par la suite. Et puis de l'autre côté, on a oublié d'en parler, il y a quand même Afin Guessan et tous les autres qui sont en train de constituer un bloc, une coalition justement pour faire face, et c'est d'où par rapport à la question du PPACI et puis de Gbagbo, c'est de dire effectivement qu'il se présente ou pas, il y aura un candidat, peut-être qui va rentrer dans cette coalition, et puis il y a Simone et Yvette qui est là aussi, qui s'est mobilisée. Donc moi, c'est vraiment un espace politique qui me fascine justement. En espérant qu'on ne retombe pas dans ce qui s'est passé en 2010-2011. C'est-à-dire que chez tout le monde, il y a cette conscience, effectivement, que nous sommes à un tournant de l'histoire quand même politique de la Côte d'Ivoire. Les trois historiques, il y a un, paix à son âme, qui est parti, qui nous a quittés. Bédier. Voilà, Henri Konan Bédier. Il en reste deux. Il y a un qui est... d'office juridiquement éliminé, Laurent Gbagbo. Je pense quand même que Alassane Dramane Ouattara aura l'intelligence de ne pas se présenter pour ce 4e mandat. Évidemment, aucun chef d'État africain, aucun chef d'État au monde ne prépare un dauphin.
Mais on a vu le sort de 2 derniers dauphins de Alassane Dramane Ouattara, 2 ou 3, ce qui leur est arrivé. Quand on les a annoncés, quelques temps après, ils nous ont quittés. Donc, personne n'ose aujourd'hui... Vous prenez des exemples extrêmes quand même. non, mais c'est pourquoi je pense dis... que vous allez parler des dauphins, par exemple dans le cas de la Mauritanie, qui se sont retournés contre les géniteurs, ou l'Angola. Là, Francis, tu as parfaitement raison, mais c'est différent avec la Côte d'Ivoire, parce que là... Et c'est pourquoi, justement, personne n'ose élever la tête dans le RHDP, vous dire, bon, ben, moi, je serai candidat et tout ça, sauf s'il y a un petit malin qui fasse comme, je sais pas, un partisan du parti du président camerounais, Popol, qui a porté plainte pour, justement, qu'il ne se représente pas. Vous l'appelez Popol, vous Ben écoutez... Paul Biya, vous voulez dire Paul Biya, évidemment. Donc, non, mais pour moi, en tout cas, c'est un moment passionnant. Oui. Mais j'espère effectivement qu'après le congrès du mois de mai, il n'est pas obligé aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, de préannoncer qu'il ne sera pas candidat parce que ça va susciter aussi l'explosion de son parti, le RHDP. Et donc, il faut... on apprend à un vieux singe à faire des grimaces. Oui. Et donc, lui, il sait que s'il disait aujourd'hui « je ne suis pas candidat », le parti part dans tous les sens, puisqu'il y a des probables candidats qui sont là, qui sont terrés dans l'ombre, qui n'attendent que ça. Et donc, même au moment du congrès, il n'est pas obligé d'annoncer qu'il sera candidat, il peut attendre après, puisque on sera à 4, 5, 6 mois de l'élection présidentielle. Donc, il a effectivement le temps avec lui. Et on invitera Jean-Paul encore pour d'autres éditions. J'espère que... Et je serai heureux d'être là. Voilà, ce sera un plaisir de vous recevoir pour suivre le feuilleton qui démarre donc de la présidentielle ivoirienne. Ben ? Oui, j'ai juste, moi, une crainte, c'est de voir le syndrome Macky Sall arriver à Alassane Ouattara. Oui. Parce que tous les ingrédients, quand M. Oro parlait, je voyais les choses venir et tous les ingrédients sont là, comme avec Macky Sall en 2023. Ne pas se décider et suite à des événements imprévus, on est obligé de trouver un dauphin, alors qu'en face, les gens s'étaient préparés. On a parlé de la probable candidature de Laurent Gbagbo. Au Sénégal, quand on met les choses en place pour comparer, on n'aurait pas parié sur la candidature d'Ousmane Sonko, mais ils ont pu trouver un remplaçant et qui est arrivé premier. Donc, éviter le syndrome Macky Sall. Avec la limite de la comparaison. Quand même. La limite de la comparaison. Et ensuite, ne pas oublier et ne pas prendre à la légère la revendication de l'opposition qui consiste à ce qu'il y ait des révision exceptionnelle de la liste électorale en amont et également que le décompte des résultats se fasse par bureau de vote et non de manière globale pour éviter la tricherie. Pour conclure, Jean-Paul. C'est ce que je disais tout à l'heure et il a abordé ça, voilà pourquoi je voulais revenir là-dessus. Les ingrédients de 2010 sont présents. En 2010, la CEI était discutée et disputée par l'opposition. Et par le parti au pouvoir. Il estimait que celui qui était à la tête était favorable à l'opposition ivoirienne. En 2010, l'opposition ivoirienne accusait le président du Conseil constitutionnel d'être proche de Laurent Gbagbo et de pouvoir agir pour lui. En 2010, la même liste électorale était disputée par le pouvoir et estimait que l'opposition qui avait à la tête de cette organisation, qui est la CEI, la Commission électorale indépendante, y avait inséré un certain nombre d'électeurs qui n'avaient pas leur place. Et aujourd'hui, c'est le même cinéma qui se présente. Aujourd'hui, Ibrahim Koulibaly, qui est le président de la CEI, est soupçonné d'être proche du pouvoir et de jouer, de rouler pour le pouvoir RHDP. Aujourd'hui, Mme Camara, la présidente du Conseil constitutionnel, est une amie proche du président Alassane Ouattara. L'opposition estime que celle-là, elle ne pourra dire autre chose qu'en faveur du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la liste électorale, l'opposition demande l'audit de la liste électorale parce qu'il estime qu'il y a beaucoup de personnes frauduleuses qui sont dans cette liste-là. Vous voyez, 3 éléments majeurs de 2010 se reproduisent en 2025. Et cette fois-ci, avec
des enjeux qui sont beaucoup plus intéressants parce que le RHDP est dans un temps de fin de cycle tout en espérant être au bout de nouveaux cycles qui va arriver. Parce que, comme tu le dis, le président Alassane Ouattara, c'est tellement... Il y a l'âge, 83 ans, arrivé à un certain moment, il y a des batailles dans lesquelles on ne peut plus s'engager parce que ça demande beaucoup de ressources physiques, ça demande beaucoup de ressources mentales, tout ça. Il y a Laurent Gbagbo qui aussi, pas une revanche au sens belligérant, mais qui a envie de dire aux Ivoiriens qu'on m'a enlevé un pouvoir. On m'a arraché un pouvoir à ces pays de façon injuste. Et à côté de cela, il y a d'autres personnalités comme Charles Bégoudé, comme Tidiane Thiam, qui estiment qu'il certainement il a atteint la maturité. Afin Guessant. Afin Guessant. Afin Guessant, oui. Même si beaucoup de personnes estiment qu'il n'est plus... qui n'est pas populaire, qu'il a tenté un temps soit peu de s'accointer avec le pouvoir, le RHDP, qui n'a pas voulu de son... Et Simone Ehivé. Simone Ehivé Gbagbo est une personnalité très influente dans la vie politique ivoirienne, sans être populaire au sens drainer des foules, elle est une leader d'homme, mais elle est une leader d'opinion, elle est une femme qui a véritablement une influence sur la vie politique ivoirienne. On aura à plusieurs occasions d'ailleurs de revenir, évidemment. La présidentielle étant prévue pour le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. On continuera de parler de l'enjeu de l'alternance, ou pas d'alternance d'ailleurs. Autre sujet dans cette édition de Panel Hebdo, les tensions entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Ebrahim Rassol, c'est l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Washington, a reçu un ordre de quitter le territoire des États-Unis, c'était le 14 mars dernier, après avoir été accusé par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, d'être, je cite, un homme politique raciste qui déteste l'Amérique et qui déteste le président Trump. Alors l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain a été décidée, il faut le rappeler, après que lui-même ait accusé Donald Trump de, je cite, mobiliser un suprémacisme contre le pouvoir en place en Afrique du Sud. L'ambassadeur Ebrahim Rassol est rentré dans son pays ce 23 mars et où il a reçu un accueil triomphal à l'aéroport du Cap. Et à son retour, il a déclaré n'avoir aucun regret pour avoir, dit-il, défendu ses valeurs face à l'administration Trump qui a multiplié des gestes d'hostilité contre l'Afrique du Sud depuis son retour au pouvoir. Vos commentaires sur cette affaire qui est symptomatique, en tout cas, qui est indicatif des relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Alors, ma question serait, est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas en train de devenir, je dirais, le premier bouc émissaire des relations de Trump avec l'Afrique depuis son retour? Ben? Oui et non. Oui, dans le sens où l'Afrique du Sud a joué un grand rôle sur un certain nombre de sujets que nous avons évoqués ici et qui se déroulent sous nos yeux. C'est le cas des bombardements, la situation que vivent les Gazaouites. L'Afrique du Sud a porté plainte et l'assume entièrement auprès de la Cour internationale. Ce que n'apprécie pas d'ailleurs l'administration Trump. C'est que là, effectivement, c'est un point de discorde. Il y a également l'autre aspect qui fait que l'administration trumpienne a accusé l'Afrique du Sud de martyriser, entre guillemets, ou bien de maltraiter une minorité blanche avec l'expropriation, ou bien la loi sur l'expropriation. Pour avoir instauré une loi sur l'expropriation et une mauvaise interprétation d'ailleurs. Une mauvaise interprétation, absolument. Ce qui fait que bon, la situation s'est envenimée et surtout que sur le plan économique, les États-Unis constituent le deuxième partenaire économique. C'est le premier partenaire stratégique. Oui, le premier partenaire stratégique et le deuxième partenaire économique après la Chine. Tout à fait. Parce que, ne l'oublions pas, l'Afrique du Sud, comme beaucoup de pays africains, bénéficient des accords de l'AGOA qui fait que certains produits sud-africains sont vendus ou bien entrent aux États-Unis sans des droits de douane. C'est une situation un peu compliquée et la réaction... Est-ce que ce n'est pas au fond l'indépendance de l'Afrique du Sud sur le plan diplomatique qui agace l'administration Trump? Bon, il y a de ça. Il y a justement cette indépendance, comme il a dit Ben, concernant par exemple le fait de traîner Israël dans les juridictions. Ça agace le pouvoir américain. Mais il faut se dire autre chose, c'est que Elon Musk, qui est un des hommes forts,
qui entoure le président. Il est d'origine sud-africaine. Dit carrément l'homme fort. Non, ça, je ne le dirai pas. Il est d'origine sud-africaine. Il a eu une nationalité, déjà presque après l'université. Donc, il est assez influent. Il regarde ce qui se passe en Afrique du Sud par rapport à ses lois, à ce qu'ils veulent faire. Mais en même temps, moi, je dirais que les Sud-Africains, ce n'est pas pour dire qu'ils ne devaient pas prendre, ils ne devaient pas faire ces réformes, mais les Sud-Africains, surtout les pouvoirs, l'ANC, s'y est mise un peu tardivement, maladroitement, et bien avant. Oui, avant, il y a eu beaucoup de problèmes parce que ils ont laissé. Même aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des villes, pratiquement des villes blanches, où les gens, les Noirs n'ont pas droit d'y habiter. D'accord. Et non, ce sont des choses qu'on a laissées en sorte que, je dirais presque une sorte de... les Blancs habitent là, les Noirs habitent là. Ça ne justifie pas les hostilités. Ça ne justifie pas les hostilités, mais... À l'égard de l'Afrique du Sud. Ça ne justifie pas les hostilités, mais en même temps, c'est que ça sont des points, par exemple, quand on veut changer certaines choses, qui alimentent pour le moment, alors que ce sont des choses qui devaient se faire directement après la libération de Mandela. Il faut dire que Trump, en fait, son administration, a coupé toute l'aide américaine à l'Afrique du Sud en février dernier. Donc, c'est quand même pas... Comme plusieurs pays, notamment à travers l'USAID. Oui, non, d'accord, il y a l'USAID, mais l'Afrique du Sud, il semble qu'il y a un traitement particulier qui est réservé à l'Afrique du Sud, une forme de punition qui est adressée à l'Afrique du Sud. Et peut-être que Elon Musk n'est pas pour... il y a pour quelque chose. Peut-être qu'il y a pour quelque chose. Oui, peut-être une sorte de revanche personnelle d'Elon Musk vis-à-vis de son pays. Pour beaucoup, mais moi je dirais qu'il y a trois choses, mais rappeler qui font effectivement... La crispation de Trump vis-à-vis de l'Afrique du Sud, on l'a dit, l'indépendance de l'Afrique du Sud sur la question israélo-palestinienne, Gaza. 2, sur la question russe et le Sud global, comme on dit, les BRICS. Et 3, sur évidemment la question des terres à redistribuer aux Noirs d'Afrique du Sud. Sur ces 3 points, effectivement, dont l'un est exacerbé par Elon Musk, parce qu'évidemment, il est d'origine sud-africaine, et il tient quand même Trump par la barbichette, mais il n'a pas de barbe, Trump, donc par la crête de sa chevelure, parce qu'il a financé sa campagne à hauteur, quand on regarde au total, 270 millions de dollars. C'est énorme. Et au fond, il tient vraiment Trump dans ces sens-là. Mauvaise interprétation, évidemment, de la loi d'expropriation qui vient corriger simplement des errements de ce qui n'avait pas été fait avant. C'est fait des politiques intérieures. Exactement. Alors qu'aux États-Unis, on a probablement les mêmes lois que celle-là. Donc il y a une mésinterprétation, mais Trump est en train de contenter son mentor, Elon Musk. Mais avec lui, on sait que ça dure 1 an et puis après... moi, je serais Musk, je me méfierais parce que tous ceux qui étaient dans la première administration de Trump, qui juraient par lui, il avait fini par les virer, l'un après l'autre. Un mot rapide. Pour moi, rapidement, je dirais que ça ne me surprend pas. Pour moi, Trump, c'est quelqu'un pour qui le droit international ne veut rien dire. Pour lui, c'est sa volonté, parce que le président des États-Unis, il estime qu'il est le pays le plus puissant du monde. Il est certainement une superpuissance, donc il peut dicter sa loi partout. Et si une loi ne lui plaît pas ici, il fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est ça le malheur je pourrais dire, dans le profil de Trump, c'est cela. Pour lui, le droit international ne veut rien dire du tout. Il nous reste quelques minutes seulement pour évoquer cette nouvelle séquence dans le conflit au Proche-Orient, dans le conflit israélo-palestinien. C'était donc ce 23 mars. Le ministère israélien de la Défense a annoncé la création
de l'administration spéciale chargée de permettre aux Palestiniens de quitter volontairement la bande de Gaza. Et selon le ministre de la Défense, Israël Katz, cette proposition est en lien avec la déclaration du président américain Donald Trump, qui, on le sait, a avancé l'idée d'un transfèrement des Palestiniens de la bande de Gaza vers des pays tiers. Alors, Ben, ce projet est dénoncé par des ONG israéliennes, parmi lesquelles l'ONG La Paix Maintenant, qui estime que le gouvernement israélien, je cite, a perdu toute orientation et toute logique. Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du pouvoir israélien qui est fortement encouragée par Donald Trump? C'est grotesque, à la limite même c'est macabre de vouloir transférer des populations ou bien vider Gaza de sa population. Bon, c'est une politique qui est faite avec l'aval de l'administration trumpienne et également depuis que Netanyahou s'est allié avec l'extrême droite orthodoxe qui fait que pour eux, les Palestiniens ne doivent plus rester au niveau de ces territoires. On l'a vu que quand il a récupéré la bonne partie des otages, le cessez-le-feu s'est effondré et depuis lors, c'est des bombardements tous les jours. Actuellement, aux dernières nouvelles que j'ai consultées avant de venir à cette émission, il y a plus de 500 morts. Les bombardements... 50 000 morts. Non, mais juste ces dernières, oui. Okay. 500 morts. Le bilan dépasse désormais les 50 000 morts. 50 000 morts. Et les dernières 114 000 blessés. Exactement 113 274. Mais c'est un bilan qui date d'il y a quelques jours déjà. Entre-temps, évidemment, il s'est alourdi. Et ça s'est alourdi. Il y a des victimes qui sont encore sous les décombres, des milliers de déplacés. Les vivres commencent à manquer. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de médicaments. Des vies sont en jeu et le temps est compté. Donc malheureusement, Netanyahou est en train de dérouler ce qu'il avait l'objectif de faire, donc faire sortir, pour ne pas dire éradiquer les Palestiniens de cette terre et éloigner de plus en plus la solution des deux États sur ce territoire. Il nous reste 3 minutes. Gratien, rapidement sur cette affaire. Cette affaire, en fait, bon, les Palestiniens sont devenus pratiquement les premières victimes de Trump. Et on commence à voir que le monde commence à dérailler complètement. Il n'y a plus de règles, du moins on peut déplacer toute une population. Et ce qui est étonnant, c'est que les démocraties européennes ne disent pas grand-chose. Il y a presque, on sautait, on ne dit rien parce que c'est Israël. Et les gens se posent la question finalement, on nous parle des valeurs de l'Occident, quelle valeur? Mais ce qu'on voit, ce qu'est en train de connaître les Palestiniens, c'est pratiquement comme un génocide. Ce qui est en train de se passer devant tout le monde, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Jean-Paul? Mes deux précédents interlocuteurs ont dit des choses graves. Extinction et pratiquement génocide. On ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, pour Trump, le droit international n'existe pas. On est arrivé certainement à un moment où c'est la loi du plus fort. Il en réussit, il encourage Benjamin Netanyahou, tant mieux. Mais ce qui est en train de se passer, Benjamin Netanyahou devra s'interroger sur la question de lui-même, sa propre nation. La nation israélienne est en train d'être divisée. Sa cohésion est aujourd'hui en jeu dans cette histoire parce qu'il y a une partie des Israéliens qui ne partagent pas cet avis. Et de notre papa, en Israël, il y a aussi une partie de la population qui est musulmane, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, au-delà de ce qui se passe dans la bande de Gaza, il y a aussi ce qui est en train de se passer au niveau de la cohésion nationale israélienne. Et je pense que Benjamin Netanyahou devrait y réfléchir. Bon, peut-être qu'il est en train de jouer la suite de sa carrière, mais l'avenir nous dira. Et surtout prévenir... C'est à vous de donner le mot de cette émission, Alfred. Je dirais, la démocratie israélienne est en danger du fait de Netanyahou. Et on sait que le 7 octobre 2023 n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu justement ces contestations, ces protestations contre Netanyahou, qui devait déjà être viré à ce moment-là, et qu'il a distrait toutes les forces de sécurité israéliennes. Et au fond, au moment où le Hamas frappait, personne ne pouvait croire à cela. Et après, donc le 7 octobre est devenu, l'après 7 octobre est devenu le symbole de cet aveuglement total de Netanyahou et d'Israël. Je veux dire que les digues morales ont sauté en Israël aujourd'hui avec Netanyahou et l'extrême droite religieuse.
Et ces digues morales ont tellement sauté qu'aujourd'hui, ils dédiabolisent le Front National. Ils accueillent le représentant du Front National à Yad Vashem. C'est quand même, on assiste là à un tournant incroyable et inimaginable. Merci Mais est-ce beaucoup. que c'est le pouvoir qui a invité toutes les extrêmes droites d'Europe à se retrouver En tout cas, c'est l'un des partis proches, alliés de Netanyahou? Mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est essayer d'éloigner le plus longtemps possible ces éventuels ou bien ces futurs déboires judiciaires. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Paul Auro, d'être venu. Notre invité spécial, Jean-Paul Auro, journaliste, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France et correspondant en France du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Merci. Et à la prochaine dans cette émission. Sans problème. Avec grand plaisir. Ben Yayassi, merci beaucoup, analyste politique. Gracien Roukine-Kiza, merci d'être venu, analyste politique. Alfred Changolo-Koro, maître de conférence à la Sorbonne. L'émission a été réalisée comme chaque semaine par Moustapha Kanté et Romain Clicquot de Menck. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, restez fidèles à tous les programmes sur Global Africa et Télé Sud. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition donc, de Panel Hebdo. Et à très vite.